Un départ matinal permet d'aborder sans difficulté les pentes douces de l'Erta-Allée, qui fait tout de même 30 km de diamètre à la base. T'inquiète pas, va, j'aurai moins mal aux pattes que toi, où je pense. Nous cheminons dans le soleil levant, calquant nos pas sur ceux qui ont choisi le dromadaire comme monture. Toute la surface est entièrement recouverte de produits volcaniques. On a fait à peu près la moitié de l'ascension. Et elle est allemande, elle parle français super bien. Les plus anciens affleurements sont des coulées sous-marines de basalte d'époque quaternaire, avant que l'activité ne se poursuive de manière aérienne, comme c'est toujours le cas de nos jours. Après 4 heures de marche, nous sommes au sommet et découvrons notre hôtel pour la nuit. Il n'y a pas lieu de se chamailler pour choisir entre douche ou baignoire, mais avec ou sans toit, oui, bien sûr. On va descendre tout à l'heure, demain matin. En fait, c'est tout de suite que nous descendons dans la caldeira, car comme des gamins, nous sommes très impatients de rencontrer le monstre. De 140 mètres de diamètre et 90 mètres de profondeur environ, le cratère sud révèle un incroyable lac de magma en fusion. Les ondoiements de sa surface, ses petites explosions, ses langues de lave incandescentes sont captivants. En octobre 2004, le magma a été solidifié à 15-20 mètres en dessous des lèvres du cratère. La plus haute température relevée s'élève à 1217 degrés. Le lac de lave du cratère nord est actuellement inactif, même si les fumerolles et les émissions de soufre sont spectaculaires. Pour qu'un lac de magma perdure, il faut un équilibre parfait entre l'alimentation et la vidange d'une part, entre l'apport et la perte de calories d'autre part. Si l'apport calorifique est trop faible, le lac se fige, la croûte s'épaissit et durcit, comme ici au cratère nord. Si au contraire l'apport de chaleur dépasse les pertes, le phénomène va s'emballer, la lave va bouillonner, monter et déborder du cratère. Ce que nous avons sous les yeux résulte donc d'un petit miracle permanent. À notre retour au campement, nous retrouvons avec plaisir l'équipe de cuisine qui vient d'arriver avec ses dromadaires. Avant le dîner, nous faisons une courte promenade apéritive sur les pentes de la caldeira pour mesurer l'étendue gigantesque du champ d'expansion des coulées de lave. Les dernières datent de 1972 et 1974. La dépression du Danakil, où se situe la chaîne de l'Erta-Allée, longue d'une centaine de kilomètres et large de 55, constitue en fait une branche du rift qui parcourt l'Afrique orientale du nord au sud et qui donnera à terme une nouvelle mer. Le soleil qui décline à l'horizon et les premières lueurs du volcan dans la nuit font monter la pression. Nous ne tenons plus en place, alors il faut y aller. En pleine obscurité, le lac de lave prend une dimension autrement plus magique et c'est une soirée d'ivresse que le groupe a le bonheur de partager, seul au bord du cratère. Des courants de convection animent la croûte de mouvements incessants. Le ressac de la lave sape les parois. Une véritable leçon de tectonique en miniature et en accéléré. Nous sommes très privilégiés car ce volcan si actif est paradoxalement peu connu. Il est difficile d'accès en raison des problèmes géographiques, mais surtout politiques. Les premières observations disponibles sur l'Erta-Allée remontent à 1841 et 1867, et la première ascension par un Européen date de 1873. La Terre vit là, à moins de 100 mètres sous nos pieds, et ça fait une drôle de sensation. La vision de la lave en fusion, dessinant des arabesques au fond du cratère, est spectaculaire, et nous restons sans voix dans la nuit, au bord d'un gouffre qui fascine.
Cette séquence est longue, mais mes amis voyageurs ont pétitionné pour qu'il en soit ainsi. Nous quittons à regret le chaudron du diable et regagnons notre campement de fortune, les yeux émerveillés et éblouis de tant de beauté naturelle. La nuit va être douce. Dans la lumière rasante du petit matin, les coulées de lave cordées prennent du relief. Après avoir salué nos caravaniers, nous filons plein sud vers l'immense lac salé d'Atfera. Ces tombes dateraient d'une époque lointaine où, sous un autre climat, le Danakil était abondamment peuplé par les Galas, une population d'agriculteurs ou de semi-nomades. Dans la poussière du désert, la ville d'Atfera ressemble plutôt à un amas de tôle, mais la vie sociale s'y est organisée depuis que l'État a lancé ici l'exploitation du sel à grande échelle. Des hôtels ont fleuri et de charmantes péripatéticiennes contribuent à y rendre la vie aussi agréable que possible. Bière bien fraîche et plateaux d'injera partagés avec notre équipe éthiopienne sont un vrai bonheur après des jours et des jours de désert brûlant. C'est bon? Il y a bien C'est moi qui ai payé. Ah oui? Est-ce que vous me voyez manger ça? Bon, on va goûter. Ah non, toi, tu en manges. Allez-y. Il en mangeait. Allez, hop. Nice. Et qu'au bout d'un moment, il en avait marre. Nous rejoignons enfin les berges du lac pour y passer la nuit. Pendant qu'on s'active en cuisine, nous nous dirigeons vers les sources d'eau chaude à 39 degrés pour un bon décrassage. Dans cette région a d'ailleurs été retrouvée en 1974 Lucie, célèbre australopithèque, vieux de 4 millions d'années et exposée au musée national d'Addis. Mais les Éthiopiens préfèrent l'appeler Dinknesh. Vous êtes charmante. Parole de chef Christo, la sortie du Danakil se fête avec une bouteille de vin rouge éthiopien, c'est la tradition. Un breuvage qui se laisse boire dans la relative fraîcheur de la nuit, la température ne descendant pas en dessous de 25 degrés. Nous nous dirigeons vers les salines artificielles, alimentées par l'eau du lac. Elles sont exploitées industriellement, nous dit-on. Il y a même eu un reportage à la télé en France. Mais industriel est-il bien le mot qui convient à une exploitation qui ne diffère en rien de celle du lac Karoum où nous étions voici quelques jours?